Monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le président de séance, chers collègues, mesdames, messieurs, cher Ali, merci infiniment pour cette réception si chaleureuse. C'est un grand honneur que d'accepter cette investiture. Voilà déjà quelques années que je pratique l'Académie du Royaume du Maroc et c'est toujours un plaisir qui devient un honneur lorsque je vois la publication de mon ouvrage sur l'Alhambra par les bons soins de l'Académie, après que, ainsi que le soulignait Ali Ben Makhlouf, l'Académie ait soutenu la publication du texte original en français en 2021. Ça fait déjà 4 années. Ali, merci infiniment. Je crois que je vais retenir tes services pour mon éloge funèbre lorsque le temps sera venu. Mais ainsi que le disait Ali, je vais me pencher sur une question que j'essaye de résumer autour de ce contraste, ce paradoxe entre la tendance de l'Europe à assimiler et à exclure, et la tendance de l'Orient, entre guillemets, à intégrer, mais à hiérarchiser, voire à racialiser. Lorsqu'en juillet 1908, si ça ne vous dérange pas, je vais prendre mon écran. Voilà. Lorsqu'en juillet 1908, la révolution jeune turque mit fin à 3 décennies d'autocratie du sultan Abdülhamid II, la vague d'enthousiasme qui s'empara de l'Empire ottoman se traduisit en partie par un recours fréquent au symbole de la Révolution française, à commencer par le célèbre slogan de « Liberté, égalité, fraternité ». Cependant, il est frappant de voir que sur la plupart des devises, des affiches, des cartes postales de l'époque reprenant ce slogan, un 4e terme avait été ajouté, justice, adalet en turc. Enfin en turc. En arabe, bien sûr, mais repris par les Turcs à leur manière. D'où était donc né ce besoin? Était-ce parce que la notion de justice, dans le sens d'équité, était si fortement ancrée dans la tradition politique ottomane qu'on ne pouvait l'ignorer? S'agissait-il d'un moyen d'atténuer les implications un peu trop radicales de l'idée d'égalité dans une société encore très fortement hiérarchisée? Surtout, faut-il voir une forme de continuité dans le fait qu'encore aujourd'hui, la politique turque se réfère volontiers à la justice, à Adalet, mais reste frileuse lorsqu'il s'agit de parler d'égalité. J'examinerai la question dans son contexte ottoman et turc, mais en la combinant avec une approche comparatiste pour tenter de dévoiler l'existence d'une différence fondamentale dans la manière dont l'Europe et l'Empire ottoman ont imaginé et géré la pluralité jusqu'à la période contemporaine. Je veux parler d'une part d'une tradition politique occidentale, entre guillemets, fondée sur la combinaison de l'exclusion et de l'assimilation et débouchant à long terme sur la notion d'égalité, et de l'autre, d'une tradition, entre guillemets, encore une fois orientale, reposant sur l'inclusion et l'intégration au prix d'une inégalité modulée par la justice ou l'équité. La question de l'égalité fit son apparition dans la politique ottomane par le biais de l'occidentalisation et de l'influence croissante des puissances européennes au cours du XIXe siècle. Notion rejetée pour son association avec la Révolution française, athée et régicide, l'égalité fut savamment écartée du discours politique ottoman pendant toute la première moitié du siècle. Pourtant, l'Europe n'avait que ce mot aux lèvres dans le contexte précis du sort des populations chrétiennes de l'Empire considérées comme asservies. L'objectif était simple. À défaut de pouvoir conquérir et coloniser l'Empire,
l'émancipation, entre guillemets, de ces peuples par l'égalité assurerait un remaniement progressif de la classe dirigeante devant déboucher sur un système capable de mettre l'Empire dans la voie du progrès et de la civilisation. Les Ottomans n'étaient pas dupes, mais ils étaient désespérés. L'espoir d'un soutien européen face aux mouvements sécessionnistes qui menaçaient l'Empire les engagea à satisfaire aux attentes des grandes puissances, tout en ménageant les susceptibilités de la population musulmane à qui l'idée d'une égalité avec les non-musulmans était intolérable. L'édit des Tanzimat, réorganisation de 1839, proclama ainsi l'égalité des sujets devant la loi, sans pour autant prononcer le mot damné, et surtout sans jamais accorder aux non-musulmans une égalité de statut. Il n'en restait pas moins que l'édit avait enclenché un processus d'occidentalisation et de dépendance accrue de l'Europe qui ne faisait que rapprocher l'échéance d'une égalité de fait. C'est en février 1856 que les grandes puissances saisirent enfin l'occasion parfaite d'accorder l'égalité, de convaincre l'Empire d'accorder l'égalité totale à ses sujets. La guerre de Crimée venait de se terminer par la victoire de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Empire ottoman sur les Russes, remontant ainsi le moral ottoman et suscitant les espoirs d'accession au sein de l'Europe. Il y avait cependant un piège. Avant de pouvoir signer le traité de paix de Paris, les Ottomans furent invités, pour ne pas dire obligés, à proclamer l'égalité de tous les sujets de l'Empire. Bien que cet édit fût connu sous le nom de l'édit des réformes, Slahat Fermane, il se résumait en réalité à l'octroi de l'égalité totale et de la liberté religieuse aux non-musulmans. Si l'édit des Tanzimat avait été écrit pour l'Europe en 1839, celui de la réforme de 1856 l'avait été par l'Europe, plus précisément par les chancelleries de Whitehall et du Quai d'Orsay. Le préambule permettait au sultan de sauver la face, car il pouvait revendiquer, je cite, une préoccupation paternelle pour la justice, fin de citation, et utiliser le terme « égal » pour décrire la façon dont il voyait ces sujets, confirmer son propre édit de Tanzimat et rappeler la magnanimité de ses ancêtres envers les communautés chrétiennes et les autres communautés non musulmanes. Cependant, le corps de l'édit allait droit au but, bien que d'une manière étrangement alambiquée. Le mot « égalité » n'y était pas évoqué. L'accent était plutôt mis sur la liberté du culte pour toutes les communautés et individus non musulmans, le but étant de les libérer, entre guillemets encore une fois, merci aux sciences sociales américaines, du joug musulman. Quant à leur acquisition d'un statut égal à celui des musulmans, la question était étrangement formulée par l'interdiction de termes insultants à l'égard des membres d'une autre communauté. Le ton étant neutre, on pouvait imaginer qu'il s'adressait à toutes les communautés, mais il était clair pour tous qu'il s'agissait d'un effort pour dompter les musulmans en les forçant à abandonner la pratique courante de recourir à l'insulte pour marquer leur supériorité sur les autres. Cela explique la survie d'un bon mot contemporain des événements. Ayant eu vent de l'édit, les habitants d'une petite ville d'Anatolie se précipitent chez l'imam pour lui demander de quoi il retourne. Le saint homme leur répond avec beaucoup de sagesse, je cite, « Désormais, nous n'appellerons plus les chiens d'infidèles des chiens d'infidèles. » Je crois que cela en dit long sur la faiblesse de l'édit qui interdisait les insultes pour éviter d'expliciter la notion d'égalité, mais aussi sur la frustration des musulmans qui refusaient de renoncer à leur sentiment de supériorité fondé sur leur identité religieuse, et enfin sur le fait que la réforme restait un vœu pieux qui avait peu de chances de changer les mentalités et les pratiques.
Pourtant, un des articles apportait sans embâche un changement beaucoup plus concret, à savoir l'ouverture des carrières administratives et de l'État à tous les sujets non musulmans. C'était là une mesure bien plus concrète que l'interdiction d'insulter les infidèles, puisqu'elle menaçait d'apporter un chamboulement de la hiérarchie de l'État et de la société en permettant aux non-musulmans d'accéder à des positions de pouvoir, et d'autant plus que le gouvernement décida, bon gré mal gré, de jouer le jeu. Certes, le processus était inégal, généralement limité aux ministères et aux administrations jugées appropriées ou moins importants, tandis que les départements plus stratégiques ou traditionnels restaient une chasse gardée des musulmans. Il n'en reste pas moins qu'un nombre croissant de non-musulmans furent recrutés dans l'administration, atteignant de très fortes proportions dans certains départements tels les affaires étrangères et propulsant bon nombre de chrétiens et de juifs à des postes supérieurs, y compris quelques portefeuilles ministériels. Devant un changement aussi radical, on ne peut s'empêcher de se demander comment les observateurs contemporains, en particulier les hommes d'État ottomans, manquèrent de noter à quel point cette réforme était diamétralement opposée à la pratique qui avait cours alors en Occident, notamment dans les territoires des deux principales puissances qui avaient forcé le gouvernement ottoman dans cette direction. En effet, le gouvernement ottoman avait été contraint d'accorder l'égalité à tous ces sujets, sans exception, par deux empires coloniaux qui traçaient une ligne claire et pratiquement infranchissable entre les citoyens égaux du noyau métropolitain et les sujets des colonies privés pratiquement de tous leurs droits. Par sa domination de l'Algérie, la France nous en fournit un excellent exemple. Une fois que l'occupation militaire de l'Algérie fut transformée en un projet d'annexion avec l'octroi de statut de département aux trois provinces et que la question de la nationalité et de la citoyenneté de la population autochtone se posa, la France pratiqua une discrimination systématique qui faisait des Algériens, tant musulmans que juifs, des sujets coloniaux démunis de tout droit citoyen. Si le célèbre Senatus Consulte de 1865 ouvrit la voie de la citoyenneté à ces sujets par la naturalisation, outre le fait que les autorités n'avaient guère l'intention de l'accorder, celles-ci les obligeaient à renoncer en grande partie à leur religion et à leurs coutumes, jugées incompatibles avec leur nouveau statut et le droit civil français dont ils auraient à relever. Devant l'échec prévisible de cette politique, la France se contenta d'assimiler automatiquement les juifs algériens par le célèbre décret Crémieux de 1870, tandis que les musulmans étaient relégués au régime d'indigénat, constituant ainsi un retour au statut de fait de sujets coloniaux ayant droit à la nationalité française et à certains devoirs et bien des obligations qui en découlaient, mais exclus de la citoyenneté et des droits que celle-ci aurait pu leur conférer. Ainsi que l'exprimait le juriste Aumontier-Ville en 1906, je cite, « Les musulmans natifs sont français, mais ils ne sont pas citoyens français, ils sont sujets français. » Le contraste avec le cas ottoman était flagrant. En 1856, lorsque le sultan dut accorder l'égalité à tous ses sujets, la France et la Grande-Bretagne pratiquaient une forme d'apartheid qui condamnait les populations coloniales à une sujétion qui les privait de tous les droits dont bénéficiaient les citoyens. Seuls les hommes, bien sûr, en métropole. 10 ans plus tard, lorsque la France tenta sans succès de remédier à cette situation en offrant à ces sujets la possibilité de s'assimiler par la naturalisation, peut-on imaginer que l'Empire ottoman eût pu obliger ces sujets non musulmans à se convertir à l'islam ou à rejeter leur statut individuel de chrétien pour se conformer à la norme impériale ? 20 ans plus tard, n'eût-il pas fallu s'étonner de ce que la bureaucratie ottomane comptait un nombre important,
pour ne pas dire impressionnant, de non-musulmans, tandis que les musulmans algériens étaient irrémédiablement confinés au statut d'indigènes dont seule l'indépendance parviendrait à les tirer. Enfin, dois-je rappeler combien de générations il a fallu pour qu'un Rishi Sunak puisse devenir Premier ministre britannique, pour qu'un Sadiq Khan se fasse élire maire de Londres, ou qu'une Rachida Dati soit nommée ministre dans un gouvernement de la République et responsable des vols commis au Louvre. Deux poids, deux mesures, évidemment. Les Ottomans furent contraints d'accorder l'égalité à tous les sujets ottomans afin d'émanciper les chrétiens. Mais la Grande-Bretagne ou la France n'en feraient pas de même afin d'assurer l'exclusion de leurs sujets coloniaux non chrétiens, non européens, non blancs et jugés ne pas avoir atteint un degré de civilisation compatible avec le leur. C'était là toute la différence entre un empire à l'ancienne qui s'engageait dans la voie de la modernité en s'auto-civilisant, selon un cahier des charges dressé en Occident, et des empires coloniaux qui, du haut de leur modernité, se servaient de leur puissance hégémonique pour civiliser et mettre au pas le reste du monde. L'élite ottomane de l'époque avait à tel point intériorisé cet état des choses qu'il ne leur venait même pas à l'esprit de le remettre en question et de s'insurger contre le traitement inique qui leur était fait. Non sans ironie, c'est ce même esprit de soumission qui les poussa à adopter envers les populations les plus marginales, pour ne pas dire orientales, de leur propre empire, une attitude qui s'inspirait directement de l'orientalisme occidental, tandis que l'Empire lui-même tentait de se redorer le blason en maquillant ses provinces les plus éloignées d'un vernis colonial peu convaincant. Cependant, la différence entre l'Empire ottoman et les États européens allait bien au-delà du contexte colonial, somme toute assez récent. Il s'agissait en fait d'une différence profondément ancrée dans l'histoire politique et juridique des deux parties. Si les musulmans ottomans avaient tant de mal à accepter un statut égal pour les non-musulmans, c'était parce que la tradition ottomane et islamique leur avait fourni pendant un demi-millénaire un modèle avantageux qui les plaçait au sommet de la pyramide morale et sociale. Dans un système hautement hiérarchisé, selon des distinctions confessionnelles, même le musulman le plus modeste pouvait trouver satisfaction dans un sentiment de supériorité sur les infidèles. La société ottomane était aussi inégalitaire qu'elle était plurielle. C'est bien pour cela que la notion de justice ou d'équité semblait indispensable à son fonctionnement. Contrairement à l'égalité dont la nature absolue s'adaptait difficilement aux réalités de l'époque moderne, la justice et l'équité étaient des notions relatives et flexibles, adaptables au contexte politique, social, éthique ou religieux en cours. Il s'agissait en effet d'une notion qui permettait de régir une société sans pour autant remettre en question une hiérarchie préexistante et les inégalités qui en découlaient. C'est ainsi que la société ottomane, qui pratiquait l'inégalité jusqu'à l'esclavage, trouvait dans l'équité la légitimation de ces différences. La liberté et l'autonomie relative des non-musulmans de l'Empire découlaient de leur acceptation explicite ou implicite, de la dhimma, soit d'un statut d'infériorité et de soumission que confirmaient nombre de mesures discriminatoires, réelles ou symboliques, appliquées ou non. Évidemment, nos sensibilités égalitaires et démocratiques s'insurgent contre un tel système, mais à y réfléchir de plus près, ne s'agissait-il pas là du seul moyen pratique de maintenir la diversité, la pluralité, et je ne dis pas le pluralisme, dans une société prémoderne? L'histoire de l'Europe ne nous en donne-t-il pas la preuve par le contraire? Faut-il rappeler le traitement des communautés juives en Europe médiévale, constamment exposées à l'épée de Damoclès de l'accusation de meurtre rituel,
parqués dans les ghettos des villes italiennes dont on vante l'organisation politique et citoyenne. Que dire de l'expulsion des Juifs et des morts de l'Espagne reconquise, tandis qu'une minorité de convertis était tolérée pendant quelque temps jusqu'à ce que cet acte de foi soit à son tour jugé insuffisant. Dois-je rappeler la violence avec laquelle fut appliquée la révocation de l'édit de Nantes et quelles en furent les conséquences? Il n'y a pas de doute. Nous sommes face à deux traditions fort différentes, voire diamétralement opposées. L'une, européenne et chrétienne, s'inscrit dans l'homogénéité qu'elle promeut par tous les moyens possibles et imaginables, dans la logique du principe de cuius regio, eius religio, instauré par la paix d'Augsbourg de 1555. L'autre, ottomane et islamique, mais puisant aussi son inspiration dans l'héritage perse, romain et byzantin, tente au contraire à maintenir et régir la diversité tout en établissant des garde-fous contre les risques de promiscuité ressentis. L'Europe de la période moderne excluait et rejetait l'intrus, créant ainsi une homogénéité sur laquelle la Révolution française finit par bâtir l'idée d'égalité par le biais de la citoyenneté. Non sans ironie, l'égalité est donc née d'un long processus d'élimination de l'autre pour se concentrer sur le statut et les droits d'une population désormais homogénéisée, généralement par la religion. L'Empire ottoman, au contraire, intègre la différence et crée ainsi une hétérogénéité dont le maintien dépend de l'inégalité et de la discrimination. L'autre est partout et il est toléré tant qu'il se soumet à l'ordre et à la hiérarchie qui lui sont imposés. L'Empire ottoman au XIXe devient ainsi le champ de bataille ou le laboratoire d'une confrontation entre deux systèmes diamétralement opposés. Un empire à l'ancienne, avec une population plurielle et confessionnalisée, se retrouve face au discours politique et moralisateur d'une Europe puissante qui a désormais épousé l'idéal de l'égalité qu'elle voudrait lui imposer au nom de la civilisation, mais qu'elle-même n'applique qu'à ceux qui constituent à ses yeux le noyau dur de la nation. La fin de l'histoire n'est guère réjouissante. Si l'Empire ottoman joua le jeu de l'égalité, ce fut à contre-cœur, et bien malgré le sentiment de la population musulmane, pour qui l'idée d'une égalité avec les non-musulmans tenait du blasphème. Même les intellectuels de l'opposition constitutionnaliste rejetaient une mesure qu'ils considéraient, non sans raison, comme une émanation des visées colonialistes des grandes puissances, arguant que l'islam offrait déjà toutes les garanties nécessaires à la protection et au bien-être des non-musulmans sous le couvert de la justice et de la dhimma. Au tournant du XXe siècle, le règne d'Abdulhamid précipita la faillite de l'ottomanisme, ce projet qui prétendait réunir tous les sujets de l'Empire au sein d'une même nation. Voyant que les pertes territoriales encourues à la suite de la désastreuse guerre russo-ottomane de 77-78 avaient pratiquement réduit de moitié la population chrétienne de l'Empire, il décida de miser sur la loyauté de ses sujets musulmans pour consolider son pouvoir et pour mater les velléités autonomistes des Arméniens en Anatolie orientale. Sa politique de polarisation finit par creuser encore plus l'écart entre musulmans et non-musulmans, en y ajoutant une nouvelle dimension, celle de la haine et de la peur, qui prépara la fin d'une coexistence qui, même imparfaite et inégalitaire, avait duré pendant des siècles. Il ne faut guère s'étonner de ce que le renouveau d'enthousiasme égalitaire qui suivit la révolution de 1908 fit long feu. Le printemps des peuples ottomans ne dura que quelques années avant de sombrer dans le délire de la dictature et les horreurs de la guerre et des massacres. À bien des égards, la République turque fut l'aboutissement de ce processus. Après avoir flirté avec l'islam, le nouveau régime opta finalement pour la dimension ethnique de l'idéologie turco-islamique qui mijotait depuis environ 2 décennies.
Pour éviter le danger d'un retour de bâton islamique et pour rendre un hommage approprié à la modernité occidentale, le kémalisme prit la décision radicale d'établir un ordre laïque, ce qui impliquait que tous, quelle que fût leur croyance, seraient considérés comme des citoyens turcs égaux. Cependant, le sécularisme, la laïcité kémaliste était en grande partie cosmétique. Il était conçu pour dompter l'islam en le tenant à l'écart de l'arène politique. Mais lorsqu'il s'agissait de reconnaître l'égalité des non-musulmans, étant donné que la plupart avaient été ou allaient bientôt être éliminés ou marginalisés, tout le monde savait bien qu'il s'agissait d'un geste symbolique et qu'un vrai Turc ne pouvait qu'être musulman. Les non-musulmans devaient se contenter d'une nouvelle forme de soumission fortement entachée d'accusations de sentiments et de comportements cosmopolites et antipatriotiques. Arméniens et Grecs portaient déjà les stigmates de la trahison, mais même les Juifs, malgré leur soutien du projet kémaliste, furent rapidement marginalisés. Depuis, malgré l'apparition extrêmement rare et symbolique de députés chrétiens ou juifs au Parlement, le statut et l'égalité des non-musulmans ne se sont guère améliorés. Le pays peut désormais s'associer beaucoup plus ouvertement avec une identité islamique. Le terme le plus positif qui accompagne toute mention des non-musulmans en Turquie est généralement celui de la tolérance, fièrement prononcé par des personnes qui y voient une vertu, sans se rendre compte de la condescendance inégalitaire qu'il implique. L'absence des non-musulmans de toute structure bureaucratique ou étatique, à la rare exception des universités publiques, en dit plus sur le statut des universités que sur la reconnaissance des minorités. Ce n'est certainement pas un hasard si c'est dans les universités publiques que les femmes sont aussi le mieux représentées dans un système fortement sexiste et patriarcal, pour ne pas dire misogyne. Avec la disparition de fait des non-musulmans de l'équation citoyenne, la version révisée du mythe kémaliste de l'homogénéité concerne désormais les populations musulmanes mais non turques, les Kurdes, et les citoyens turcs, mais non sunnites, les Alévis, qui sont alternativement courtisés ou diabolisés par les partis politiques selon leurs tendances idéologiques et leurs priorités du moment. La Turquie semble avoir trouvé un étrange compromis entre l'obsession européenne moderne de l'homogénéité par l'assimilation et l'exclusion, et la valeur traditionnelle ottomane de l'équité pour légitimer les inégalités qui en découlent. Cela explique que les Turcs aujourd'hui, tout comme leurs aïeux en 1908, évitent la notion d'égalité et se reportent sur la justice. Parmi la myriade de partis politiques enregistrés aujourd'hui en Turquie, un seul comporte le terme égalité dans son nom, contre 14 dont le parti au pouvoir, revendiquant un rapport sémantique avec la justice. Il me semble que la Turquie a fini par s'approprier le pire des deux traditions, combinant la manière traditionnelle ottomane d'intégrer les inégalités dans un discours de justice et d'équité avec une notion occidentale de l'égalité vieille d'un siècle et fondée sur l'exclusion et l'assimilation comme seul garant d'homogénéité. Le véritable problème, toutefois, est que l'Occident, qui, après avoir vu ses pratiques déboucher sur des atrocités et des horreurs sans nom, pouvait depuis quelques décennies se vanter d'avoir dépassé sa tradition d'exclusion et d'assimilation et d'avoir avancé dans la direction d'une inclusivité respectueuse des différences, semble aujourd'hui faire marche arrière et en être arrivé à ressusciter un passé que l'on croyait révolu. Certes, il n'y a guère de sens à rechercher dans la nostalgie du passé ottoman une panacée aux maux du présent ou d'encenser un système qui, tout en ayant eu le mérite de promouvoir ou de rendre possible la diversité, reposait en fin de compte sur des pratiques inégalitaires, inacceptables aujourd'hui.
Néanmoins, j'ose espérer que la comparaison que j'ai bien rapidement ébauchée ici aura le mérite de rappeler que le parcours historique de la notion d'égalité est bien moins glorieux qu'on aimerait à le penser, et surtout que son futur est en passe de donner raison à l'adage qui veut que le naturel, même quand on pense l'avoir chassé, a la fâcheuse habitude de revenir au galop. Je vous remercie.